savez que parmi les raisons qu'invoquent les médecins en général et les cardiologues en particulier de ne pas trop s'occuper des fumeurs ou si peu, c'est le caractère chronophage de cette prise en charge. C'est un fait, c'est un vécu. Et je pense que c'est pas étranger au titre que Xavier et Gilles ont imposé à cette communication, que c'est finalement, je n'ai que 5 minutes avec ce fumeur, qu'est-ce que je peux en faire? Alors, il n'est pas inutile de rappeler néanmoins, et je crois que c'est quand même quelque chose qui est prioritaire, vous le voyez dans la prévention, tant primaire que secondaire, c'est que la recommandation de s'occuper des fumeurs est une recommandation 1A, c'est-à-dire le plus haut niveau de recommandation et le plus haut niveau de preuve concernant l'efficacité de cette mesure. Alors, imaginons que vous n'ayez que 5 minutes. J'espère que parfois vous en aurez plus. Mais si on n'a que 5 minutes, moi je pense qu'il y a 3 problèmes fondamentaux, 3 points fondamentaux que je vais essayer effectivement de partager avec vous dans ces 10 minutes de présentation. Il y en a 2 qui sont du savoir-être. Comment aborder le sujet avec un fumeur. Et ça, c'est les 30 secondes, en fait, les plus décisifs dans votre capacité et votre réussite ultérieure avec ce fumeur. Je dis bien 30 secondes essentielles. Et puis, les grands principes d'attitude et d'éléments de langage, on va essayer de dégager. Et puis, bien sûr, parce que c'est une maladie, je vois qu'on le place toujours dans le mode de vie, et c'est une aberration, puisque le tabagisme est une addiction, que l'addiction, c'est une maladie, et qu'elle doit être traitée. Et donc, comment, dans ces 5 minutes, effectivement, il faut engager un traitement et programmer, bien sûr, le suivi. Alors, je vais voir avec vous, c'est ce qu'il ne faut pas faire d'abord, en 2 vidéos, et ce qu'il faut peut-être mieux faire. Okay, so here's your prescription for the antibiotics. Oh, thank you, Doctor. Before you go, can I just ask, are you a smoker? Oh, yeah, I'm afraid I am. Cigarettes? Yeah. How many? About 10 a day. I know they're not good for me. You've really got to stop, you know. Well, I have tried. It's just something seems to happen every single time, and then I just start again. I see from your notes that this is the 4th time you've been asking for antibiotics for your throat. You do realise that if you stopped smoking, you probably wouldn't be bothering this. Well, I'm not doing it because I want to. I have tried to stop loads of times. It's just so difficult. Well, you've obviously not tried hard enough. I have tried. I stopped for 2 weeks last summer, and then our Brittany got sick with the chicken pox, and then I crashed the car, and then the cat died, and I was so stressed out, I just really needed a cigarette. Well, as your doctor, I have to tell you that you're doing your health no good whatsoever. You just don't understand how difficult my life is, Doctor. You know, what with the kids and my mum and work and... Oh, it's all right for you. I bet you've never even smoked, have you? This isn't about me. You're the one who needs to stop smoking. I do know that. I even thought about buying those patches, but they cost a lot, don't they? But if you stop smoking, you'll save lots of money. Look, I'm perfectly prepared to give you a prescription if you're really serious about quitting. But then I've got to spend money on the prescription. I don't see the point of spending money on something I'm not quite sure I'd like using. But you're spending money on cigarettes that are killing you. Well, that's different. Look, I don't think we're going to get very far with this. Why don't we just agree you'll do your best to stop smoking with a little bit of willpower, okay? Okay. Thank you. Bye-bye. Je pense que vous avez compris ce qu'il ne faut pas faire. Maintenant, ce qu'il serait bien de faire, il peut apporter potentiellement une efficacité à vos 30 premières secondes. Well, here's your prescription. Before you leave, can I just ask, do you smoke? Yeah, I'm afraid I do. Okay. So did you know that with the right support and treatment, you're many times more likely to actually stop smoking? Well, I've tried to quit by myself, but it's so hard. Well, all you need to do is make an appointment at reception with Jane, our stop smoking advisor, and she'd be very happy to help you. Okay, I might just do that. Well, very best of luck. Great, so that all looks fine. By the way, are you still smoking? Yeah, about 10 a day.
Okay, so remember that with specialist support and medication, you are many times more likely to stop for good. What, you mean like with patches or? You can use patches, but now there are many other things that can help you too. What you should do is call the local stop smoking service, who can put you in touch with a specialist who can go through all the options with you. Okay, thanks. No problem. Best of luck. Okay, well, let me know if you're not feeling better in a week. Oh, can I just ask before you go, do you smoke? Yes, I know it's not good for me. Did you know with medical treatment and support, it's a lot easier to stop? I'm just not sure I'm ready to stop. Okay, no problem. But if you do change your mind, then just come back and see me. We can go through your options. Thanks. I'll think about that. Great. I'll see you next time. Je pense que ces deux vidéos vous ont bien fait sentir finalement la différence à la fois de ton, de dialogue, d'échange entre ces médecins et leurs fumeurs. Alors, je vais essayer de résumer un petit peu ça en termes effectivement de savoir-être. Comment aborder d'abord de façon efficace et de gagner sur ces 30 premières secondes, eh bien, c'est d'abandonner cette formulation habituelle que l'on a, de poser la question, mais surtout de dire « Voulez-vous arrêter de fumer ?» comme si c'était une option. Quand vous avez un patient hypertendu, un diabétique ou un cholestérol à 3 grammes, vous ne demandez pas « Est-ce que vous voulez qu'on vous traite ?» Donc, voulez-vous arrêter de fumer? C'est une question fermée en plus, qu'ici, et la réponse est non, est bloquante, et fait que ça s'arrête là. Et donc, ce qui est plus intéressant, c'est bien sûr de conseiller d'arrêter de fumer, ça c'était bien entendu dans le conseil minimal, mais surtout d'ajouter, comme c'était fait, vous avez vu dans la deuxième vidéo, de façon un peu systématique, une ouverture. Cette ouverture, c'est avec un traitement, un accompagnement, vous avez beaucoup plus de chances de réussir. Et ça, c'est un espoir pour le fumeur, qui généralement s'est battu déjà désespérément pour arrêter. Donc, ces simples conseils d'arrêt a prouvé déjà son efficacité en temps. Proposer de l'aide et un traitement, c'est plus efficace. Par ailleurs, dans les principes élémentaires, dans les attitudes et éléments de langage, à éviter absolument la culpabilisation. Vous avez vu ce médecin particulièrement désagréable et accusateur, finalement, vous n'avez pas de volonté, vous êtes nul, quoi. Eh bien, le fumeur, il est déjà stressé, il est déjà très culpabilisé, d'autant plus actuellement, les fumeurs sont d'autant plus culpabilisés que c'est que socialement, le tabagisme devient effectivement plutôt marginal. Et donc, et je le répète, ce n'est pas un simple comportement, c'est une maladie. La deuxième chose, c'était pas essayer de vouloir, dans la démonstration, prouver, persuader vraiment, car si vous êtes dans cette attitude descendante, vous allez renforcer les résistances et vous n'obtiendrez rien, sinon que le patient va penser que vous ne comprenez pas. Et enfin, il est totalement inutile, voire contre-productif, de parler ou de rappeler les méfaits du tabac. Ce qu'on a tendance à faire, parce qu'on se dit que ça va déclencher quelque chose. D'abord, vous allez voir souvent des patients qui sont déjà atteints par la maladie coronaire ou par un problème cardiaque. Donc, je veux dire, leur asséner en plus des méfaits, ça ne sert à rien. Ils les connaissent, c'est sur leur paquet de cigarettes, ils les voient tous les jours. Donc, c'est inutile. Par contre, ce qui est intéressant, c'est de leur souligner les bénéfices. Et là, je vous rappelle quelques éléments qui peuvent vous servir et qui sont utiles. C'est de rappeler en plus que ces bénéfices sont des bénéfices qui sont non seulement majeurs, mais qui sont rapides. Et dans le bénéfice de l'arrêt du tabac, c'est le bénéfice cardiovasculaire qui va être le parlant le plus rapidement possible, le plus rapidement, et d'autant plus d'ailleurs que l'on est jeune. C'est en 24 heures l'élimination du monoxyde de carbone, totalement, par rapport à la situation antérieure des fumeurs. En 2 semaines, c'est la normalisation de la fonction plaquettaire. On a renouvelé toutes nos plaquettes, elles sont neuves, non exposées, elles fonctionnent normalement. Et très rapidement également, la correction de la dysfonction endothéliale, qui est un élément majeur dans le tabagisme, puisque c'est le seul facteur, alors qu'il y a dysfonction endothéliale dans tous les facteurs de risque, c'est le seul facteur qui soit corrélé avec le spasme coronaire. Donc un risque d'événement coronaire, d'AVC, de complications périphériques qui est très rapidement diminué. Donc ça, c'est une prévention primaire, c'est un élément que vous pouvez effectivement mettre en avant, et la rapidité. Et puis en prévention secondaire, je ne fais pas de tableau de dessin, c'est
une réduction qui remporte sur tous les autres facteurs de risque une diminution de mortalité de 36%, une réduction de récidive d'événements coronaires de 32%, et également une réduction des décès rythmiques en prévention secondaire significative et démontrée dans certaines études. Et c'est la mesure finalement la plus déterminante de prévention secondaire. On est fumeur, on fait un événement, c'est arrêter de fumer qui va être le plus bénéfique. Et ça, c'était bien démontré effectivement dans la cohorte à Fidji dont on a déjà parlé tout à l'heure. Alors toujours dans les éléments de langage et dans l'attitude, il faut bien sûr que ce conseil d'arrêt soit relativement ferme et persuasif. Mais il faut que tout ça soit fait avec beaucoup d'empathie, d'écoute, beaucoup plus d'écoute d'ailleurs que de parole, parce qu'il faut que vous arriviez à comprendre qui est votre fumeur, ils sont tous différents. Déculpabiliser, c'est fondamental, car tous les fumeurs actuellement se sentent coupables d'être fumeurs quand ils viennent vous voir pour arrêter de fumer. Des questions ouvertes, je l'ai déjà dit, et puis avoir toujours en notion que finalement, vous, ce que vous allez fournir, c'est les outils, mais que le fumeur, lui, il a lui-même, et c'est ça qu'il faut essayer de faire sortir, c'est la capacité et les éléments de motivation qui lui seront propres et qui seront individuellement propres, parce qu'ils ne sont pas les mêmes pour tous les fumeurs. Ces éléments de motivation, c'est ceux qu'ils vont trouver, c'est ceux qui seront les plus porteurs lorsque c'est lui qui les met en avant. Ensuite, il y a une autre chose qu'il faut arriver à faire, parce qu'ils sont culpabilisés, coupables, donc ils sont peu confiants en eux-mêmes, c'est de renforcer leur confiance dans la réussite. Et pour ça, il y a un moyen, c'est de... vous avez vu tout à l'heure, elle dit « j'ai déjà essayé », et bien elle lui dit « vous n'avez pas de volonté ». Non, au contraire, vous avez déjà essayé, vous avez réussi 8 jours, 15 jours, c'est super. Et ça, c'est un élément qui effectivement encourage à renouveler. C'est en l'occurrence « yes, you can ». La deuxième chose, c'est d'arriver à établir cette relation de confiance. Et donc les 30 premières secondes dont je vous ai parlé tout à l'heure sont fondamentales, car le fumeur va, si vous êtes avec cette empathie et cette ouverture, avec dans sa tête, de façon inconsciente, l'idée que, tiens, ce médecin, contrairement aux autres qui me font la morale, il m'écoute, il me comprend, il ne me juge pas, donc il peut certainement m'aider. Et puis enfin, une dernière chose sur laquelle je voudrais insister, c'est que vous êtes cardiologue, vous êtes le médecin qui, parfois, lui a sauvé la vie, vous êtes sa référence. Et donc, si vous ne faites pas au départ, et si vous n'engagez pas, effectivement, cette mesure qui, on l'a vu, est une des plus déterminantes dans l'avenir de ces patients, eh bien, je veux dire que le médecin traitant et même le tabacologue sera en grande difficulté pour faire quelque chose. Ah bon, vous voulez me prescrire de la nicotine, mais attendez, mon cardiologue ne me l'a pas fait, il ne me l'a pas prescrit, il ne m'en a pas parlé. Et donc là, c'est râpé. Je veux dire qu'il n'y aura pas d'aide possible de la part de ces autres intervenants. Donc, troisième point, engager un traitement. Il faut le faire dans ces 5 minutes. Si on a un peu plus, c'est mieux parce qu'on peut mieux expliquer ce traitement en question. Je ne m'étendrai pas dessus aujourd'hui, bien sûr, ce n'est pas l'objet. Il faut traiter parce que, je l'ai dit, c'est une maladie addictive. Ce n'est pas un comportement, ce n'est pas un mode de vie de fumer, c'est une addiction. Et sinon, il n'y aurait pas tant de fumeurs, parce qu'ils savent tous que c'est mauvais pour leur santé. Donc cette addiction, il faut la traiter. Et moi, je suis convaincu que dans la majorité des études, on nous parle de risques résiduels, que ce soit pour les lipides, pour l'hypertension, pour tous les autres facteurs de risque. Quand on regarde ce qui se passe et quand on regarde les populations placebo et traitées, il y a un pourcentage de fumeurs énorme, résiduel, et qui est effectivement la cause souvent d'une grande partie de ce risque résiduel, sans aller chercher à faire encore mieux pour abaisser le cholestérol ou la pression artérielle. La deuxième chose, c'est que dans ce traitement, il faut utiliser les traitements validés et pas se lancer dans des choses effectivement qui ne sont pas validées. Et donc, en premier lieu, la substitution nicotinique et ou la varenicline. Je vous rappelle que ces traitements sont actuellement pris en charge, contrairement effectivement à ce qui se passait là, dans cette interview où la patiente effectivement a jugé que ça coûtait cher. Et pour vos patients en ALD, c'est 100%, il faut le mettre dans la case des médicaments ALD. Je le rappelle, et je l'ai déjà dit tout à l'heure, il faut que vous engagiez vous-même ce traitement, parce que si vous ne l'engagez pas, ça obère beaucoup la suite des événements. Et franchement, je ne peux pas le développer là aujourd'hui, mais ce n'est pas plus compliqué que de prescrire une statine ou un traitement antihypertenseur. Et puis enfin, il faut programmer le suivi, parce qu'il ne suffit pas d'engager le traitement, vous allez parfois effectivement ne pas pouvoir suivre
ce fumeur comme il faudrait le faire de façon la plus efficace. Et donc, c'est pouvoir transmettre au médecin traitant avec une consultation dédiée à cela chez le médecin traitant ou le tabacologue si possible, avoir un correspondant tabacologue avec lequel vous avez un contact et à qui vous faites des courriers personnalisés. Et puis, en complément, vous pouvez aussi conseiller des supports en ligne. Le 3989, Tabac Faux Service, est un service où les fumeurs peuvent appeler et ils ont des tabacologues qui peuvent les suivre, les guider, les conseiller. Et il y a aussi une application qu'ils peuvent télécharger et qui leur permet de progresser dans leur sevrage. Vous avez également sur le site de la Fédération française de cardiologie une quinzaine de rubriques sur le tabagisme qui sont exprimées dans le langage effectivement, de tout un chacun et qui permet à vos patients fumeurs de se documenter. Il y a une brochure téléchargeable. Voilà, donc en pratique, ce que je voulais vous donner comme message, c'est de vous dire d'abord que vos patients fumeurs, ils sont demandeurs, contrairement à ce que vous pensez souvent. Ils sont demandeurs d'écoute, d'aide pour leur sevrage, que ces 5 premières minutes sont décisives dans leur parcours. Ce sont en fait les 5 minutes qui comptent le plus. Et si elles sont ratées, souvent, ça ne fonctionnera pas. Donc, il faut savoir les gérer de façon optimale. Et puis, ne pas oublier effectivement de prescrire ce traitement qui est beaucoup plus simple que vous le pensez et qui peut être intégré dans ces 5 minutes. Je vous remercie. Question pour Daniel Thomas. Je voulais revenir sur un point. Là où monsieur, vous avez raison, c'est que les patients sont vraiment demandeurs. Et souvent, ça, c'est pas pris en compte. Je vais vous donner pour illustrer ça, une enquête qui a été faite, qui est parue récemment dans le baromètre cancer, que vous pouvez regarder, qui a été publiée par l'INCa et qui a été faite en collaboration avec Santé publique France. Ils demandaient aux fumeurs s'ils avaient eu un contact avec leur médecin. C'était très faible comme pourcentage, mais il y avait 2 fois plus de demandes qui venaient des fumeurs vers les médecins que de propositions des médecins vers les fumeurs. Donc ça se dit bien quelque part qu'il y a plus de demandeurs que vous ne le pensez parmi vos fumeurs. Sous-titres, ils n'osent pas aborder le problème parce qu'ils se sentent coupables. Et donc, ils ne vont pas d'eux-mêmes souvent aborder le problème si vous ne posez pas la question et si vous ne faites pas l'ouverture, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire d'emblée, après leur avoir demandé s'ils fumaient, de leur conseiller d'arrêter, mais tout de suite de leur dire qu'ils peuvent être traités et aidés. Ouais. Bah, si on peut justement, c'est ça, les mettre en confiance et tout. Les mettre en confiance. Et si on peut leur trouver justement une solution, comme là, nous, en consultation, là, en cardio, on a une tabacologue, et du coup, on leur propose un rendez-vous, et là, ils se sentent en confiance, et c'est efficace. Ils y vont ou ils n'y vont pas, consultation? Ils y vont. C'est pas toujours ce que m'a dit Carmen, d'ailleurs. Mais bon, il y a beaucoup de rendez-vous qui ne sont pas forcément honorés, mais non, il y a ceux qui y iront, puis il y a ceux qui n'y iront pas. Et je pense que plus vous réussissez ce contact initial, j'insiste là-dessus, plus vous réussirez de façon à leur donner d'une part confiance et la motivation que ça va marcher, et plus de chances effectivement d'aller au rendez-vous que vous leur avez fixé avec le tabacologue. Ça, c'est important.